CNN, Capone over here, you know what I'm saying? The invincible, untouchable, CNN. So all them niggas keep asking, when CNN gonna do a joint with Premier? Bonjour à tous, la chaîne Rien que la boxe. Aujourd'hui, on se retrouve avec le coach Chad. Coach Chad. Bonjour. Bonjour. C'est lui qui va m'accompagner parce qu'aujourd'hui, c'est spécial MMA. Car on va débriefer et faire l'analyse technique de l'UFC, ou en tout cas de l'UFC 257, qui s'est déroulé à Abu Dhabi. Donc on va voir ça. Coach Chad de la team Magnum, comment ça va? Moi ça va, tranquillement, et j'espère que toi aussi ça va. Ouais, un peu frais aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ouais, surtout puisque je vois il y a de la neige qui tombe, donc ça va. Ouais. Donc Chad, tu peux un peu nous parler de ce que tu fais un petit peu à la team Magnum? Ok, donc moi je suis entraîneur pour les petits, d'où j'ai mon diplôme de BF1, animateur et entraîneur pour les enfants et les débutants, BF2 pour les adultes compétiteurs, donc voilà, et donc j'entraîne aussi à la team Magnum pour les adultes, et là depuis peu titulaire aussi du BF2 pour le MMA. Donc voilà. Ouais, en tout cas, pour être membre aussi de la team Magnum, toi, coach Aziz, hein, Aziz, le coach ouais. Aziz, Le mentor. le mentor, le fameux coach de Mansour Barnanoui, que t'aides beaucoup. Il y a ce coach Sabi aussi. Exactement. En tout cas, tous les trois forment vraiment une équipe assez efficace. Voilà. On va passer à cet événement hein, qui a eu toujours dans les mêmes conditions hein, qu'on connaît avec ces histoires du Covid. Donc en fait, l'UFC se passe sur une île vers Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et donc il y a des conditions assez strictes. Et pour une fois, pas pour une fois, en fait, ils avaient déjà commencé mercredi. Oui. Mercredi, il y avait eu un petit événement, je ne sais pas si tu étais au courant. Je l'avais vu justement, j'avais vu des aperçus, mais j'ai pas vu vraiment les combats. Alors, ouais, et il y a en tout cas, il y a une Française qui a gagné, qui s'appelle Manon Fiorot. Ah ouais, elle a gagné, c'était son premier, son premier combat à l'UFC. Elle a gagné par arrêt de l'arbitre et tout, donc un petit cocorico pour elle. Franchement, c'est vraiment très très bien. Donc il y avait déjà du public en fait. Ouais. Et ça c'est tout nouveau parce que avant en fait c'était à huis clos. Exactement. Donc ouais, ça commence à s'agrandir en fait. Ouais. Donc pour les c'est vrai que ça change en fait pour les combattants un petit peu l'atmosphère hein, de ça. Mais bon, en tout cas, on avait on avait un main event. Ouais. C'était le retour de Conor de Notorious McGregor. Ouais. Il avait affaire à Dustin Poirier, qui venait juste de battre Dan Hooker à son dernier combat, et Khabib qui avait battu déjà Dustin Poirier, et bien sûr McGregor. Ouais. McGregor qui avait perdu certes contre Khabib il y a 2 ans déjà, c'était en 2018, mais qui était revenu enfin fin 2020, fin 2019 contre Donald Cerrone, ouais. et qu'il avait battu au premier round, je crois que c'était même à la première minute. Vraiment, il avait fait un retour éclatant. Exact. Donc on attendait son deuxième retour, entre guillemets, vu qu'on a eu une année assez spéciale et que lui n'a pas du tout combattu. C'est vrai. Au contraire de Dustin Poirier qui a combattu il y a 2-3 mois en fait. Ouais. Donc voilà. Déjà en co-main event,
attendez, déjà on peut parler de la conférence de presse hein, qui normalement est un spectacle quand il y a Conor McGregor. Ouais. Et là, je sais pas si tu as vu, si t'as vu les conférences de presse. Les conférences, non, j'ai vu le Stardown, quand ils se sont mis face à face. On sentait le stress, mais en même temps, on sentait, comment dire, le fair play. Comme si en fait, il y en a un qui voulait rentrer dans le cerveau de l'autre, mais en même temps, je te respecte, mais on va pas aller trop loin. Ouais, ouais. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti, même à la conférence de presse. Ça veut dire que tu as un Conor McGregor qui était connu pour son trash talking. Exact. Et là, même c'était déjà apparu dans son dernier combat contre Dan Cerrone. Il y avait beaucoup de respect, beaucoup de respect. On a l'impression que la défaite contre Khabib l'a un peu. Il est beaucoup plus humble maintenant. On le reconnaît pas du tout. Hein. Normalement, c'est du trash talking en voiture, en voilà. Ouais. Et là, c'est le calme plat. Alors, je sais pas si c'est ça, parce qu'on sait qu'il a eu, il a été père. Donc, est-ce que c'est la paternité aussi C'est ce que je me pose une question. qui l'a un peu assagi? Mais en tout cas, vraiment le type zen. Et justement, moi, je me dis que c'est peut-être une force, ça peut être une force pour lui. Hein. Ouais. Je me suis posé la même question. Comme tu dis exactement, est-ce qu'il n'y a pas le fait d'être père? Maintenant, peut-être qu'il veut montrer l'exemple. Est-ce que il veut pas faire du n'importe quoi maintenant, juste pour avoir de l'audimat? Ouais, ouais. Est-ce que le combat contre Nurmagomedov, ça l'a pas remis en place? Ah, peut-être aussi, ouais. Donc ça, c'est des questions à se poser. De toute façon, c'est ce que ça a fait un petit peu, comme on expliquait en antenne, avec José Aldo. Là, José Aldo, maintenant, c'est plus le même gars qu'il y a quelques années. Donc, est-ce que ça ne fait pas la même chose avec Conor McGregor? En tout cas, bon, pour en revenir, on va d'abord déjà parler du combat qui a eu juste avant, en fait, entre Dan Hooker, l'ancien adversaire justement de Dustin Poirier, et Michael Chandler. Michael Chandler qui est en fait qui a passé pratiquement toute sa carrière au Bellator, et en fait pratiquement jamais on l'a vu. On l'a vu à l'UFC, donc c'était sa première. Il a été champion plusieurs fois du Bellator. Donc on l'attendait aussi contre un adversaire. En plus, ils lui ont mis un adversaire, Dan Hooker, un ancien du kickboxing qui est très bon aussi. Donc on se demandait, c'était un vrai test d'entrée pour lui. Et il s'en est très très bien tiré. Hein. Pour Chandler, oui. Mais moi, en fait, j'ai été un peu déçu pour Dan Hooker parce que j'ai pas reconnu le personnage qu'il donnait dans les autres combats, dans les combats précédents. Oui, c'est quelqu'un qui a une certaine confiance en lui et tout ça, qui est très sûr de ses coups. Et dès que le combat a commencé, on a vu un Michael Chandler qui mettait la pression. Ouais. Beaucoup de pression. Et un Dan Hooker qui était à la limite timide. Hein. Exactement. C'est ce que j'ai ressenti. Donc je me suis posé la question, est-ce que par rapport à le combat qu'il a eu Dan Hooker contre Poirier, est-ce qu'il s'est dit partir à la guerre, faire des choses, peut-être que j'ai perdu le combat à cause de ça, donc est-ce que je ne vais pas refaire la même erreur? Mais en même temps, franchement, en regardant le combat, j'ai vu Chandler, rien qu'au regard, on sentait qu'il était déjà dans le combat. Il était en mission, quoi. Voilà. Ouais, donc malheureusement, ça a duré, en tout cas pour Hooker, ça a duré qu'un round. Et
il a mis un knockdown avec le crochet gauche. Ça a été, je pense qu'on va revenir là-dessus au niveau de l'analyse technique. En tout cas, c'était sa combinaison. Elle était quand même magnifique. Hein. Ouais. Et c'est toujours ça, en fait, entre un adversaire qui est grand et un adversaire qui est petit. En fait, Chandler a combattu parfaitement. Et malheureusement, Hooker, il a été bien trop timide. Peut-être qu'il aurait dû un peu plus s'engager. Là, il a trop joué safe. Hein, à mon avis, hein. Exactement, il n'a rien proposé. Il a rien proposé, même ses coups étaient pas, ils étaient pas. On dirait qu'il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de conviction derrière. Ah. Et tout ça, donc vraiment, c'était un mauvais matchmaker pour Exactement. Après, peut-être faut aller plus loin. Est-ce qu'il n'avait pas des problèmes, des soucis personnels? On ne sait pas. Mais là, c'est vrai que dans l'octogone, je ne l'ai pas reconnu. Généralement, je vois toujours la personne qui vient, qui boxe, qui tape, ouais, exactement. fatigue les gens. Et là, non. Je sais pas. Incroyable. Incroyable. Donc là, Chandler, il a bien fait son truc. C'était. J'allais faire un petit jeu de mots, c'était la chandeleur, c'était la fête pour lui. C'est vrai. C'est vrai. Bon, passons au main event. Au main event avec Conor McGregor de Notorious, qui, comme on l'a dit, faisait son retour contre. C'était un rematch, hein. Ouais, il ne faut pas oublier que c'était un rematch contre Justin Poirier, qu'il avait battu en 2014. Les deux, en fait, ce sont deux gauchers. Ouais. Ça, c'est la particularité, c'est que ce sont deux gauchers, deux excellents boxeurs. Ouais. Surtout, je mets l'accent sur... on connaît les qualités pugilistiques de McGregor, mais peut-être un peu moins celles de Poirier, qui, moi, m'a vraiment impressionné ces derniers combats par son amélioration. Et c'est vrai que c'est pas le même qu'en 2014. Donc là, vraiment, il avait fort à faire. En plus, 2014, c'était dans la catégorie en dessous. Là, on est chez les légers. Vraiment, Dustin Poirier, c'est quand même un nom. C'était pas un faire-valoir. Hein. Donc, non du tout. Mais quand même, je sais pas si toi-même tu me le disais tout à l'heure, la plupart des gens étaient. Oui, Poirier, il pariait plus sur McGregor que Poirier, parce que c'est vrai que McGregor, par rapport à ce qu'il a déjà montré auparavant, par rapport au trash talk, par rapport à le fait que malgré ça, derrière, il gagnait, parce qu'il réussissait à rentrer dans le cerveau des gens auparavant, c'était facile pour lui, enfin facile, rien n'est jamais facile, mais c'était un atout, il était déjà dans le combat quand il faisait ça. Là, comme on disait tout à l'heure, très calme. Il s'est calmé. Et là, ça n'a rien à voir en fait avec 2014. J'ai même encore regardé le combat récemment, le premier combat. Et Poirier n'avait pas du tout le même niveau. Il n'avait pas du tout le même niveau. Et même lui, là on parlait de sérénité. C'est quelqu'un qui s'est... son entraîneur disait qu'il était beaucoup émotif en fait. Et l'émotion, souvent, c'est un ennemi dans le combat. Et là, on a senti... c'est l'expérience aussi qui fait aussi qu'à force, on est plus sur l'émotion, toutes ces choses-là. Donc vraiment, on a eu on a eu un beau combat quand même. Hein. Oui. On a eu un beau combat, il y a eu des belles choses qui ont été faites. Là, ça a commencé comment t'as vu le combat, toi? Moi, le combat ce que j'ai vu, c'est que, comme d'habitude, Conor, il aime commencer. Il aime donner les premiers coups, il aime rentrer dans la tête des gens. C'était son but. Le problème, c'est que là, Poirier, lui aussi, il avait du répondant. Et ce que moi, j'ai toujours apprécié avec
McGregor, c'est que il a l'œil. Il a l'œil pour coucher, il a l'œil. Ah, il a un coup d'œil incroyable. Voilà. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, Poirier, lui aussi. Lui aussi. Ouais, c'est vrai comme on le disait, il s'est beaucoup amélioré en boxe. Et c'est vrai que il a une meilleure lutte. Poirier a une meilleure lutte que McGregor, qui a toujours un petit peu péché dans ça. Bon, il a takedown defense, ça, des fois, il le fait bien. Mais comme des fois, il est un peu trop pris par sa boxe, il en oublie sa défense. Et c'est ce qui s'est passé dans les premiers instants du combat. À la fin de la première minute, j'ai vu Poirier qui est venu, qui a fait un semblant de coup. Il est venu, il a fait un double leg, il l'a fait tomber. Amené au sol, ouais. Direct. Ouais. Donc, j'ai vu ça. Je me suis dit, est-ce que il n'a pas voulu reprendre un peu le travail de Magomedov? Oui, je pense, ouais. Tout à fait. C'était le game plan. Hein. Voilà. Vu qu'il a une meilleure... je suppose qu'il a un meilleur jiu-jitsu que McGregor. Ouais, c'était le game plan. Mais McGregor, moi j'ai trouvé, perso, qui s'est bien déroulé, qui est remonté. Ouais. Qui est remonté et après qui a boxé pas mal, qui a touché Poirier plusieurs fois et nettement par son fameux bras arrière. Exact. Son fameux bras arrière, ça on ne peut pas lui enlever à McGregor, c'est qu'il est très très précis au niveau des frappes, il est très précis. Moi je sentais Poirier qui était vraiment gêné. Je pensais que sa boxe, tu vois, il allait montrer un peu sa boxe et j'ai trouvé qu'il n'a pas pu s'exprimer en boxe. Il n'a pas pu s'exprimer en boxe. Ce que moi j'ai pu remarquer en fait, c'est que en voyant bien le combat, avec du recul, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'a pas fait un peu la technique de Mohamed Ali? Ce qui veut dire laisser fatiguer. Tu penses? Surtout, je sais pas si tu vois au deuxième round, il travaillait un peu moins et puis. Il était en contre. Voilà. Et il donnait plus calf kick. Ouais. Au niveau du tibia. Et. C'est des low kicks en fait, voilà. des low kicks au niveau des tibias qui ont fait justement. Mais ce travail de sape, il avait même commencé en fait au premier round. Ouais. Premier round, on voyait les low kicks pas pleuvoir, mais je veux dire aller pas mal de fois chez la jambe de McGregor. Mais franchement, j'ai vu ça. Ouais. Je pensais vraiment pas que ça allait avoir un tel impact entre guillemets sur la performance de Conor, parce que il n'a pas montré, bon après c'est le jeu, de ne pas montrer sa douleur, mais comme on le verra en fin dans l'interview après le combat, il disait que ça lui avait fait pas mal. Non, en fait, j'avais commencé à constater au deuxième round où quand Poirier il donnait ses low kicks, j'ai constaté que McGregor il avait tendance à récupérer sa jambe. Il l'a fait 2 fois. Voilà. Exactement. Donc je me suis dit, là il a mal. Ouais. Là, c'était un signe. C'était un signe. Voilà. C'était un signe. Parce que en tant que lutteur, normalement, et ça se voit que tu vois, il a du manque au niveau de sa lutte, parce que tu fais pas ça. En général, les lutteurs, ils aiment bien prendre le low kick justement de ces personnes et faire des amenés au sol. Exact. Et lui, tu avais l'impression qu'il était là, il portait la jambe de Poirier, mais qui savait pas faire. Il a juste donné un coup de pied. Voilà, il me donnait voilà, c'est tout. Alors que normalement, tu fais amener au sol et tout ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est son manque, malheureusement, ça, c'est son manque de lutte. Et même lui-même, tu sais, moi, j'avais fait un prono comme quoi, bon, je pensais que c'était McGregor qui allait gagner. Mais, et justement, je pensais que les kicks de McGregor allaient faire la différence. Alors que le contraire s'est produit, ce sont les kicks de Justin Poirier qui moi, m'ont jamais trop impressionné. C'est plutôt sa boxe qui m'a impressionné. C'est ça, entre guillemets, qui a fait la différence. Et là, si on prend
la fin du combat qui s'est terminé voilà. Le retournement de situation. Retournement, tu fais bien de le dire, parce qu'en fait, McGregor, malgré qu'il prenait des coups et tout ça, il avait l'air d'être bien au niveau de sa boxe. La boxe est toujours là. Surtout en plus, il joue beaucoup de son allonge. Mais Poirier, ce que j'ai vu au moment où il a voulu donner son coup, j'ai vu Poirier qui a donné son petit low kick. Et là, tout de suite, inversé, j'ai vu qu'il a commencé à enchaîner. Et McGregor, en fait, la seule chose qu'il faisait, c'est esquiver, mais il prenait quand même ses coups. Ouais, jusqu'au coup, au crochet du droit, qui a éteint un petit peu McGregor. Et bon, après, il a fini au sol, l'arbitre a arrêté. C'est quand même une grosse... pas une grosse surprise, parce que ceux qui connaissent quand même Poirier, ils savent que quand même c'est pas un faire-valoir, c'est un dur et tout ça. Mais tu vois, s'il y avait eu une victoire de McGregor, j'aurais pensé que ça aurait été justement là au deuxième, et que s'il y avait eu une victoire de Poirier, ça aurait été plutôt tard dans le combat. Je pense que beaucoup avaient cette... Je me suis dit la même chose. Les gens me posaient la question, en dehors, t'es pour qui? Poirier ou McGregor? Je dis, franchement, les deux, ce sont deux super combattants qui ont de la valeur. J'ai dit, franchement, si c'est dans les 2 premiers rounds, peut-être 3, McGregor. Si ça joue au niveau du cardio, jusqu'au bout, Poirier. Surtout en plus que Poirier, quand il met ses coups de poing, c'est pas de la touche, c'est des parpaings. Oui, c'est. Donc, c'est pas du Holloway. Là, c'est vraiment, malgré qu'il enchaîne, mais il envoie vraiment du fort. Tu parles de Holloway qui a fait une super performance la semaine dernière. C'est vrai. Et justement, Holloway, pendant son combat, il s'est permis de parler au camp adverse en disant qu'il était le meilleur boxeur de l'UFC. Et justement, les deux, là, Conor et Poirier, ils n'étaient pas contents de ça. Et juste Conor qui a dit en début de semaine, qui disait samedi soir, on verra qui véritablement est le meilleur boxeur. Donc, en tout cas, les trois là, ça serait un jour une question à poser. Quels sont les meilleurs boxeurs de l'UFC? Et je pense que les trois, ouais, ils sont vraiment très bons. Très bons. Bon, en tout cas, on va se retrouver tout de suite. Pour faire une petite analyse technique des différentes choses qui se sont passées pendant ce match et aussi pendant le match de Chandler contre Hooker. A tout de suite. On se retrouve pour l'analyse technique avec coach Chad. Il va nous expliquer certaines choses qui se sont déroulées pendant le co-main event et le main event. Voilà, à toi Chad. Donc là, c'était par rapport à l'analyse avec Hooker et Chandler, par rapport à la finition. Et dans la finition, en fait, on a vu que Chandler a varié en fait les zones de frappe. Donc par rapport aux zones de frappe, il a commencé à viser au niveau du ventre, ici. Quand il a visé le ventre, il a avancé la jambe arrière pour venir taper au niveau de la mâchoire. Donc vraiment, il est venu ici, boum. Okay. Et ça, en fait, ce travail-là, il l'a fait bien avant. Depuis le début du combat, en fait, il était très sur ses appuis et il tapait Hooker comme ça. Donc Hooker était déjà dans une position assez craintive. Ouais. Et là, ça, son enchaînement, c'est vraiment le typique, comme on a dit tout à l'heure, entre le combattant qui est plus petit et celui qui est plus haut. Et c'est vrai que ça, c'est un truc imparable. Tu viens ici, donc toute la tension, en fait, elle est basée ici. Elle est concentrée ici, et tu remontes. Exactement. Un classique. Tu parles de quoi? Du main event? De Poirier. Alors, déjà, ce qui m'a étonné,
Poirier qui part à la lutte. Ça m'a beaucoup étonné. Donc c'est pour ça que, comme je précisais tout à l'heure, est-ce qu'il n'a pas pris un peu de Nurmagomedov? Donc là, sur l'attaque qu'il a fait, ce que j'ai apprécié, il a fait une feinte. En fait, au niveau de la feinte, il est venu pour faire un, comment on appelle ça encore, overhand. Ouais. Donc quand il est venu ici, c'était pour faire monter la garde de McGregor. Et ensuite, il est venu récupérer au niveau de la taille, la jambe, et ensuite il a fait pivoter pour faire tomber. Donc vraiment, il est arrivé ici, overhand, récupérer ici au niveau de la taille, récupérer le creux du copité du genou et faire tomber. Ah, tu peux le montrer de ce côté-là. Hein. Bon, on est droitier, eux ils sont gauchers. Exactement. Donc vraiment, il est venu là, overhand, pour faire monter la garde, récupérer au niveau de la taille, ici, et faire pivoter. D'accord, c'était assez simple. C'est vrai que McGregor était concentré sur. Il y a eu des frappes, hein, mais des frappes dans le vide, et il a très bien. C'est une année au sol qui est typique, mais qui est magnifique. Après, le seul truc que je reproche à Poirier, c'est que quand McGregor, pour défendre, s'est collé à la cage pour pouvoir se relever, Poirier ne proposait plus rien. Donc ça a été plus simple en fait pour McGregor pour pouvoir se relever. Après, on a eu un joli spectacle au niveau de la boxe. Ouais, certes. Bah, vous connaissez le bras arrière de McGregor qui est son arme favorite, mais aussi malheureusement qui est aussi sa faiblesse. Ouais. Parce que le problème c'est que il le fait tellement bien et peut-être même trop bien que vous le voyez souvent, il est très élastique, tu vois. Il va faire ça, là. Donc c'est vrai que ça paraît joli, mais le problème c'est qu'il s'expose. Il s'expose parce que quand vous êtes là, et en plus il se met vraiment en déséquilibre, ouais. En fait il revient pas en garde. Et c'est beaucoup plus long. Et là justement, Poirier, si vous regardez en fait cette action-là, elle s'est passée juste avant l'enchaînement de Poirier. Et c'est cette action, moi je pense, hein, qui en fait a changé le combat parce qu'il a pris un contre, tout simplement. Ça me rappelle le contre qu'il avait pris dans une moindre mesure contre Ned Diaz. Donc en fait, quand il revient ici, voilà, c'est là où il se prend le contre. Il se prend le contre de Poirier ici, et vous le voyez tout de suite. C'est vrai qu'il ne tue pas, mais il se met tout de suite contre la cage, et Poirier, lui, le sent. Et bon, après, il enchaîne avec ce fameux crochet du droit. Voilà, donc c'était un beau combat. C'était une mini surprise, entre guillemets. Donc là, malheureusement, pour Conor, l'avenir, c'est un petit peu délicat. Il parlait d'un combat de boxe contre Manny Pacquiao. Non. J'ai bien peur que, vu la performance que là, ça va pas se faire tout de suite. Ah. Lui-même, en conférence, il a dit que le manque d'activité avait fait qu'il avait perdu depuis 2016. Depuis 2016, il a combattu que 3 fois. Ah, ok. Donc, c'est vrai que c'est pas pareil. Ah ouais, toi-même tu sais, le manque d'activité, parce que bon, les entraînements c'est une chose, et encore je pense pas qu'il était à fond dans les entraînements. Donc le manque d'activité, là il voulait, là je pense qu'il va prendre les choses un peu plus au sérieux. J'aimerais bien qu'il y a des combattants, mais il y a du lourd hein, dans la catégorie des légers. Hein. Justement, pour Justin Poirier, là, lui qui disait que c'était normalement, vu que Khabib normalement a pris sa retraite, Khabib qui était présent d'ailleurs dans l'arena, ça pourrait être un combat si Khabib revient contre Justin Poirier. Il y a qui d'autre que tu vois? Est-ce que tu
faire une petite parenthèse. Je sais pas si tu as lu ce que Khabib a dit. Il a dit que comme quoi, en fait, il pense que McGregor a perdu par rapport au fait qu'il ait changé de club. Ah, et d'entraîneur, et ouais, et de sparring partner Voilà. et tout ça. Ah ouais, c'est quelque chose, donc oui, il y Est-ce a... que ça peut jouer ou pas? Ouais, c'est vrai, il lui a reproché d'avoir des enfants comme sparring partner et tout ça. Ah. C'est vrai que quand on a des sparring un peu trop faciles, un peu trop facile, c'est vrai que c'est dur justement d'aller dans un combat comme ça, où surtout contre un gars comme Poirier, on le connaît, il lâche rien et Ouais. tout ça, donc c'est très difficile. Poirier justement, qui a, je pense un title shot normalement juste après contre, je sais pas si tu as vu les performances de Charles Oliveira, moi qui m'a beaucoup impressionné. Si. Beaucoup impressionné, donc je pense que pourquoi pas, peut-être lui il a parlé de Ned Diaz, qu'il aimerait bien, parce qu'il y a une animosité entre les deux, une trilogie avec Conor, pourquoi pas, une trilogie avec Conor, et bon, peut-être Khabib, hein, qui sait. Hein. Je pense pas qu'il va vouloir revenir, Khabib, mais après pour moi, je pense que Poirier, peut-être dans les prochains combats, il pourra garder sa place. Mais tu sais, comme on dit si bien, le plus dur, c'est pas d'arriver à la première place, le plus dur, c'est de garder sa place. Donc il y a d'autres combattants qui ont faim. Et moi, c'est pour ça que dans ma tête, je visais aussi un peu McGregor, parce que je me disais, il a besoin de prouver. Donc là, pour McGregor, pour sa vie future, j'espère que il va avoir un mental d'acier, parce que là ça va être dur, je pense que ça va être un peu compliqué pour lui. Il va falloir qu'il trouve les bons adversaires. Faut pas qu'il combatte des adversaires trop facile, je dirais, hein, pour un regain de confiance. Malheureusement, c'est comme ça, hein, une carrière, ça se gère. Là, il ne faut pas qu'il commence à rencontrer des tops. Peut-être qu'il devrait rencontrer un top 10, entre top 15, top 10, qui se fasse entre guillemets la main, pour revenir peut-être éventuellement. En tout cas, Coach Chad, ça m'a fait très très plaisir. J'espère que tu vas revenir peut-être pour des... je vais te faire revenir, vous inquiétez pas. Hein. Avec plaisir. C'est vraiment quelqu'un de très très pédagogue. Donc j'espère que tu pourras revenir. Et nous, on va essayer de se retrouver sûrement la semaine prochaine pour du pied-point avec le Glory 77. Où il y aura Rico Verhoeven contre Jamel Ben Sadik, et notre français Cédric Doumbé contre Grodhart. Voilà, Martin Grodhart. On va se retrouver avec Hakim. Nous, on se quitte. N'oubliez pas, bien sûr, de commenter, de partager, de liker, bien sûr. Et surtout, bien sûr, de vous abonner pour avoir du contenu, des gens professionnels comme Chad. On fait un petit coucou et un bon rétablissement pour Carlito. Ah oui. Pour Carlito et pour Coach Aziz aussi. Coach Aziz, on vous souhaite un bon rétablissement. Un petit mot pour Mansour aussi, attention. Surtout, alors, je ne sais pas si on peut bien voir, je porte la marque, sa marque. Pareil, avec la casquette, j'ai aussi le t-shirt en bas, mais bon, voilà. Et la marque Shibu, créée par Mansour. Donc voilà, une petite publicité et la force. Voilà, on va vous mettre tous les liens en dessous, ne vous inquiétez pas. On vous dit à la prochaine, à plus tard.